Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle Mes Lectures. Donc c'est l'héritier des lectures du mois, sauf que maintenant au lieu de faire 1 à 2 vidéos par mois, j'en ferai une toutes les semaines. Donc il y aura un peu moins de titres, mais je vais essayer de parler plus longuement et donc forcément de spoiler un peu plus. Ça c'est sûr, hein, forcément si je parle plus longuement, je vais essayer d'aller sur certains points de l'élément du tome, voilà. Je vais essayer de parler un peu plus du tome, de vraiment faire plus de critiques, pas juste dire « Oh c'est trop bien ce tome là, lisez ça » et après passer au suivant. Je trouve ça vraiment très nul. J'aimerais vraiment que ça soit plus intéressant, un peu plus critique. Et je vais essayer de faire un peu plus de montage avec peut-être essayer de mettre une page ou deux là ou là. Je verrai si j'ai de la place, si j'y arrive en montage. On verra. Voilà, donc j'espère que ce nouveau format va vous plaire et qu'il va être populaire. Allez, on commence tout de suite. My Hero Academia tome 20 de Kohei Horikoshi. Alors j'ai envie de dire un truc. On a quand même un rythme particulièrement proche des japonais avec My Hero Academia parce que le tome 24 ou 25 vient de sortir au Japon, on a le tome 20 qui arrive en France, on a vraiment quoi, maintenant 1 an d'écart avec les japonais, moi qui suis plus du tout les scans, les chapitres japonais, j'arrive à avoir un rythme assez régulier, j'ai un rythme très proche de ceux qui les scannent parce que finalement ils ont quoi, 1 an d'avance sur moi, ça. Aussi, si vous achetez le tome, il y a une petite pub pour Jujutsu Kaisen, donc l'un des nouveaux titres de Kiyun, qui est un manga, si je dis pas de conneries, du Shonen Jump qui est populaire. Otakult dirait plus que moi dans ses vidéos. Je sais que c'était un titre qui était assez attendu parce que je crois que ça marche quand même dans le jump, il marche bien. C'est pas le number one, mais dans le top 10, il est souvent dans le top 10. Donc maintenant parlons un petit peu de ce tome 20, donc qui fait suite au tome 19 où on avait le personnage de Gentleman Cabriolaire, enfin le Gentleman criminel qui affrontait donc qui est ici, avec Lover qui est ici, qui sont des personnages qui ont été introduits dans le tome précédent, qui n'ont pas des pouvoirs fifous. Le combat est pas non plus, je m'attendais à un truc de dingue, et en fait, bon, le combat est quasiment fini dans le tome. Après, on a la suite de ce qui a été annoncé dans le tome précédent, donc la kermesse, avec le petit concert qui est rapide, hein. Je pensais que ça prendrait plus de temps, qu'il y aurait plus de choses. Finalement, Kohei Horikoshi va très vite, la kermesse, elle est limite, on n'y a pas bâclé, mais elle est passée. C'est sûr certain que dans l'anime, on va avoir au moins 3-4 épisodes, on va nous montrer toutes les classes, qu'est-ce qu'ils font, c'est sûr certain, parce qu'on voit plein de petites cases où on voit telle classe, telle classe, telle classe. C'est sûr certain dans l'anime, on va prendre beaucoup de temps pour expliquer ce qu'ils font. On va avoir un épisode de remplissage. Voire 2, c'est sûr et certain. Voilà, c'était vraiment un tome sympathique. Et vers le dernier tiers, ils abordent un truc qui avait déjà été annoncé depuis pas mal de temps. Donc c'est tous les 6 mois dans le monde des héros, il y a une sorte de mise à jour des classements, de popularité des héros. Et donc pour savoir qui est le numéro 1. Et vu que All Might a pris sa retraite depuis les événements de face à One for All, non, All for One, maintenant il y a un nouveau numéro 1 qui est Endeavor, le père de Shoto, donc qui est le numéro 1. On nous montre un peu certains héros qu'on n'a pas vu, notamment le numéro 3, donc qui est maintenant le numéro 2, qui est censé être Hawk, qu'on voit ici, qui est un petit rookie parce qu'il a 23 ans, et que dès sa première année après l'école, il est rentré dans le top 10. Enfin, c'est vraiment un petit jeune qui est hyper populaire, un petit peu insolent, mais qui est classe quand même. J'adore son pouvoir avec ses ailes de métal, il peut projeter des ailes, des plumes là, c'est pas mal. Et là, il y a un nouveau méchant qui arrive, sur un allié de All for One. Enfin, c'est encore un de ces brainless là, qui a l'air particulièrement cheaté. Celui-là, il a des pouvoirs pour voler, il a des bras élastiques, super musclés. Il a l'air vraiment violent, très dangereux. Surtout ce qui se passe vers la fin du tome, j'ai fait OA. Donc ouais, c'était un tome bien. Enfin, super tome. Bon, même si je trouve que la kermesse c'était un petit peu... Enfin, la fête de l'école, ils l'ont un peu... Je le trouvais un peu rushé. Je pensais que ça prendrait plus de temps, mais bon... après, vu ce qu'on nous a réservé juste après avec la baston, je suis bien content que ça se soit allé vite. Lover, là, franchement, l'histoire avec... Enfin, Lover et Gentleman, leur histoire est cool. Ça aurait gagné à être un peu plus long, très clairement. Mais ouais, My Hero Academia tome 20, très bon tome. Beastars tome 6 de Paru Itagaki. C'est un tome... Alors, c'est censé être un shonen à la base, au Japon. Je comprends pourquoi ils le mettent en seinen, hein. Bon, il y avait quand même des côtés un petit peu violents, un petit peu sombres, pas forcément peut-être pour les plus jeunes et les ados, c'est quand même plus un shonen, young shonen, on va dire, un truc vraiment pour les 16, 17, 18 ans. Il y a quand même une scène de... c'est limite premier acte sexuel, bon, c'est avorté, mais il y a quand même une scène où c'est un peu la première fois, j'attendais pas à lire ça, surtout entre un loup et une lapine. C'est étrange, mais je suis un peu dégoûté, mais ouais, c'est un peu bizarre de voir un gros loup avec une petite lapine qui lui arrive au genou, c'est bizarre. Surtout s'il y avait eu... je pense que les fans de Fury vont kiffer. C'est voilà, c'est horrible. Ouais, franchement, un tome sympathique, super bien. Bon, il y a des conséquences, enfin,
voilà, il y a des trucs qui sont faits par rapport à ce qui s'est passé avant, avec Haru qui s'est fait agresser par le gang des lions. On voit notamment le personnage de Legoshi et tous les carnassiers sont mieux vus grâce à ça. C'est super pour eux, franchement, même si finalement le mystère autour du carnassier qui a tué leur pote Lama, toujours pas résolu. Donc ils ont un peu oublié ça, donc je pense que quand quelqu'un va revenir pour mettre les aiguilles dans l'essence, ça va faire mal, parce que je pense qu'il va y avoir un meurtre et un mort pas très longtemps. Je sens venir ça. Là c'est trop la paix, c'est vraiment trop... Voilà. Les gens sont contents, c'est la paix, les carnassiers et les vétérinaires sont contents, il va y avoir un mort, c'est sûr, c'est un... Peut-être carnassier, ça ferait vraiment mal. S'ils disent, oh attends, il y a un carnassier qui a tué un carnassier, oh là là, il doit être violent celui-là. Et ils vont sûrement penser à des gros carnassiers. Pareil, on nous apprend un truc, alors, qui est fait réel, hein, par rapport aux chiens. Notamment à l'un des potes du héros qu'on voit pas sur la couverture, qui est un labrador, dont j'ai oublié le nom, c'est Jack ou Ben, je crois que c'est Jack. Qui est un chien, et en fait ils expliquent que les chiens c'est une nouvelle espèce dans leur monde qui était créée à partir des loups, et en fait c'est des loups gentils, voilà, qui ont pas envie de tuer les gens, donc un peu comme ce qu'ont fait les humains dans notre monde, hein, avec des loups qu'ils ont croisés, enfin des espèces de loups qu'ils ont croisés pour donner des chiens au fur et à mesure, en prenant les loups les plus dociles, les plus gentils, les moins agressifs, pour en faire des chiens au fur et à mesure, en les faisant se reproduire entre eux. En écartant les violents et en gardant que les gentils. C'est pour ça que les loups sauvages, les vrais loups, les pur sang et les chiens, bah même s'ils ont des ancêtres communs, ils sont vraiment très éloignés maintenant. Et si vous avez connu vos cours d'histoire et de géo et compagnie, vous vous souvenez, je sonne une histoire comme ça où en fait les hommes préhistoriques se faisaient reproduire les loups avec des longs poils pour avoir des loups avec des longs poils, des longues jambes, etc. Et au fur et à mesure, de se faire reproduire toujours les espèces qui ont des mêmes traits communs, là ça donne des nouvelles espèces, c'est pour ça qu'on a des bergers allemands, ils se ressemblent, etc. etc. Voilà, je m'éparpille, peut-être que j'explique très mal. Autre chose, je veux parler de Louis, en mode parrain de la mafia. Waouh, je m'attendais pas à ça. Il a soumis, voilà, c'est ça que je voulais dire, il a soumis tous les lions. Je m'attendais pas à ça. Très clairement, là, quand j'ai vu les lions arriver en mode maître, je dis waouh. Pareil, ceux qui sont pas au courant, animé qui arrive dans pas longtemps, par les mecs qui ont fait des cristaux. Donc c'est ceci. Franchement, en termes de 3D, c'était bien, mais je veux voir comment ils vont animer en 3D des animaux poilus, parce qu'autant des cristaux, ça passait, autant le poil, maintenant, je veux voir comment ils vont faire. Tsugumi Project, tome 2, de Hippatu, je suis surpris de voir le tome arriver si tôt chez nous, parce que, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Hippatu, il a fait ça en indépendant, donc sa première édition de Tsugumi Project, c'est chez Kiyun, c'est pas édité au Japon, c'est pas publié au Japon. Donc voir un tome arriver aussitôt, ça m'a surpris, surtout qu'il y en a un qui est teasé dans pas longtemps, je crois au mois de novembre ou janvier, j'ai vu ça sur un site. Alors est-ce que la série est déjà terminée? Oui, on va dire, l'auteur a déjà tout dessiné, maintenant Kiyun sort les tomes au fur et à mesure. Je pense même que peut-être le tome 3 sera peut-être le dernier. Souvent, Kiyun, quand ils font des trucs indépendants avec les japonais, ils font des séries assez courtes. Enfin, je dis pas de conneries. Donc maintenant, parlons du tome 2, qui fait suite au tome 1. C'est vraiment un tome qui met vraiment en avant ce personnage-là, Tsugumi, que vous voyez ici, qui révèle un côté... Enfin déjà, on voit des flashbacks sur elle, où je pense qu'il va y avoir des délires. De toute façon, il cherche un truc qui s'appelle le Tsugumi Tora, ou Tora Tsugumi. C'est sûr, que c'est elle, et son pote lion. Déjà on nous montre le lion qui était impressionnant dans le tome 1, on te montre que c'est plus ou moins lui le plus faible du groupe, parce que Tsugumi a l'air d'être encore plus vénère, et en fait on pensait que Tsugumi était vraiment le truc mignon qui la protégeait, non, ça va être elle, l'alpha, et Tora, qui a l'air un peu débile en plus, il te montre vraiment comme une sorte de petit chien apeuré, le petit frère, un peu débile, juste impressionnant mais juste un peu débile. Tsugumi elle cache une face sombre, elle a l'air de savoir plein de choses, pareil quand ils veulent aller à un endroit, elle dit non, je vais pas là-bas. Je pense qu'à ce qu'il y a là-bas, je pense qu'il doit y avoir un truc très dangereux là-bas, je pense que les personnages principaux vont regretter, comme ils ont regretté d'aller dans un labo et qu'ils ont rencontré des sortes de gros manchots avec des pieds humains monstrueux qui étaient hyper vénères et qui se sont fait one-shot par Tsugumi. Tsugumi elle est arrivée, elle dit toi tu fais quoi là, elle les a tués. Franchement c'est super, l'univers qui est créé, le bestiaire qui est créé, il fait flipper. Ça serait franchement... adapté en jeu vidéo, ça serait stylé parce que t'as une sorte de Tokyo post-apo, t'as des créatures à survivre, enfin vraiment faire en mode survivre à l'aurore, ça serait trop stylé. En plus avec le bestiaire qui est monstrueux là, les sortes de pingouins que je vous ai dit dans ce tome là, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, on dirait pas des pingouins, des manchots, ils sont super effrayants. Franchement je voyais ça dans la vraie vie, moi je me chie dessus et je tombe dans les pommes, très clairement. Echo tome 2, bon je trouve qu'il s'est pas passé des masses de choses dans ce tome là parce que bon c'est un peu... qui s'est passé dans le tome 1 avec la supercherie de Senri qui est découverte, donc il y a un mec qui lui dit bah si tu vas me donner ton argent, t'as 5 milliards tu me les donnes, et je dirai rien.
Voilà, bon, bah c'est quasiment un tiers du tome, c'est ça. Il y a un petit flashback sur comment il a rencontré les potes et qu'il a fait monter l'arnaque. Et surtout, bon en fait c'est vraiment ce qui est le plus important dans ce tome, c'est la fin, avec une révélation de ouf, que je m'attendais que ce soit la révélation de fin de tome 1. Là on l'a à la fin du tome 2, donc c'est que le frère du héros est encore en vie, on supposait encore en vie. Ce qui était vraiment intéressant dans ce tome-là, c'est qu'en fait on voit tout un flashback sur Senri et son enfance, et les débuts quand il était au centre hospitalier, enfin pas au centre hospitalier, l'orphelinat, et que bah, quand il voyait un miroir, donc il voyait son reflet, donc son jumeau, il jouait encore à pierre papier ciseaux, c'était touchant, franchement, de voir un enfant qui il croit qu'encore que son frère est encore là, dû à son lien qu'il a avec son frère, et peut-être qu'il croyait que son frère était encore vie parce que il y avait encore ce lien avec son frère qui était encore en vie. Je pense, hein, peut-être que j'extrapole, mais je pense que ouais, s'il avait ce côté, je voulais encore jouer à pierre papier ciseaux, c'était parce que mon frère était encore vie, je le sentais au fond de moi. Et alors ce qui est marrant, c'est que pendant 20 ans, son frère s'est jamais blessé. C'est chaud, enfin, c'est bien pour lui, hein, mais c'est chaud, c'est-à-dire, en 20 ans, enfin, 15 ans, peut-être ouais, une dizaine d'années, son frère s'est jamais blessé. Waouh. Ça, c'est qu'il doit être bien sage, ou alors attaché, je sais pas. En tout cas, l'autre, il a dû morfler, parce que l'autre, il arrêtait pas de se bastonner, il en a pris des coups, hein. Mais ouais, Echo, bien. C'est pas le meilleur titre de l'auteur, très clairement, Kei-Sanbe, c'est... Je pense qu'il fera jamais mieux que son titre précédent. Très clairement, Erased. Il a mis la barre très haute. Je pense que tous ceux qui connaissent l'auteur pour Erased, ils vont être déçus en lisant Echo parce que c'est vraiment pas au même niveau en termes d'écriture, en termes de personnages. Mais ça reste sympa. C'est pas... Moi, c'est quand même... C'est pas... Ça veut dire c'est son pire titre. Parce que je pense que L'Irdezuki est pas un de ses meilleurs titres. Mais c'est pas au niveau de Erased, mais ça reste quand même un bon titre de Kei-Sanbe. Mais voilà, il a mis tellement la barre haute avec le titre précédent que là, ça va être dur d'être à son niveau, d'atteindre le même niveau qu'il y avait avant. Voilà, c'est sûr et certain que je pense qu'il y a des gens qui vont pas aimer plus que ça, qui vont dire « Oh, c'est nul, c'était mieux, gna. » Bah oui, mais il peut pas toujours faire un truc de mieux en mieux à chaque fois, c'est compliqué, hein. Même Naoki Urasawa qui fait des super titres, il a du mal à faire mieux que Monster, hein, très clairement, hein. Moi, j'ai jamais trouvé mieux que Monster à ce jour, dans sa bibliographie. C'est dur. Donc ouais, même pour lui, c'est dur. Battle Royale, tome 7 sur 8, donc c'est l'avant-dernier tome. Je pensais que c'était le dernier, non, il en reste encore un, je suis surpris. Donc bon, je suis content, hein, il en reste encore un tome, ça fait du bien. C'est un tome où alors il y a un mort, voilà. Voilà. Sur le gros pavé de 400 pages, il y a un mort, hein, je le dis tout de suite. Donc c'est la pute, voilà. Celle qui était qui a vraiment la chaudasse, là, qui était en train de chauffer tout le monde, qui était en train de tuer tout le monde et décapouiller les mettre dans leur lit. Une mort assez violente. Mais bon, elle avait plus grand chose à raconter, franchement, les tomes précédents avaient raconté pas mal de choses sur sa vie, son viol, comment, qu'est-ce qui l'a conduit à être un peu une salope, on va dire, un peu comme ce qu'elle est, on va dire, voilà, ce qu'elle est, un peu vraiment une femme perfide, une croqueuse d'hommes, une manipulatrice. Et en face, eh ben, on a le psychopathe, le plus dangereux de tous, qui est encore là, qui fait un massacre, voilà, il s'en prend plein la gueule aussi, il prend comme des balles, mais voilà, il fait quand même super violent, franchement, quand tu le vois, tu dis, bon, ils vont mourir, c'est sûr, certain. Ils survivent, mais ils vont mourir. Il va mourir lui aussi dans le prochain tome, c'est sûr, certain. Et je pense que le gros costaud va se révéler, parce que c'est quand même un gros connard, lui aussi, ça se sent. Mais plus qu'un tome, j'ai hâte de voir comment ça s'amène. Alors, je sais pas si ça va être un triple tome ou un double tome, mais en tout cas, bon, parce que je crois qu'il y a 24 tomes en tout. Donc, c'est 8 fois... C'est des tomes doubles, 8 fois 2, 16, sur 24. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il y en a 24, peut-être qu'il y en a moins que ça, hein. Ah, je sais plus, bon, on verra. En tout cas, Battle Royale, c'est vraiment bien aimé. Après un an, franchement, super titre. Je vous conseille. Très clairement, je vous conseille. Origine, tome 6. Alors, je tiens à dire, je vais peut-être me faire des ennemis parmi les fans de Boichi. J'ai relu Sunken Rock il n'y a pas très longtemps. Et je trouve Origine quand même moins bien. Très clairement, là, j'avais lu les premiers tomes, ça faisait longtemps que j'ai pas lu Sunken Rock. Là, j'ai lu il y a pas très longtemps. L'intégrale, les 25 tomes. J'ai repris une claque. Et Origine, j'ai lu le tome 6 après, j'ai fait... Ouais, c'est quand même un cran en dessous. Alors en termes de mise en scène, en termes de dessin, c'est du Boichi, c'est très bon. Mais en termes d'histoire, je me fais quand même un peu chier. Alors là, ça fait cool, mais... l'histoire de vengeance avec les droïdes, là, je commence à saturer un petit peu. Je sais pas où est-ce qu'il veut nous emmener. Mon histoire avec Gon, en plus, c'était... Alors c'est peut-être parce que l'arc avec Gon, là où Gon, c'était chiant. Franchement, je trouvais l'arc avec Kyoto était un peu horrible, là, j'en avais un petit peu marre. Maintenant que c'est terminé, peut-être que ça va être mieux par la suite, mais là, j'étais content que cet arc se termine. J'espère que le prochain qui va arriver, là, le prochain tome, va être mieux. Parce que là, franchement, j'ai eu du mal vers la fin.
Food Wars tome 31, donc c'est le tome qui marque la fin de l'arc précédent et le début de nouvel arc, donc l'arc régimental qui va être dans la prochaine saison de Food Wars. Alors pour ceux qui sont pas au courant, au Japon la série est terminée en 36 ou 37 tomes, donc ce qui fait que d'ici un an, on aura un an et demi, ça dépend comment Delcourt va faire, qui vont essayer de gagner du temps pour que la série reste le plus longtemps sur les étalages. Je sais pas trop leur genre, donc je pense que d'ici un an ça va être terminé. Donc on aura la fin de Food Wars dans pas très longtemps avec 36 ou 37 tomes. Donc je disais, l'arc régimental est terminé avec ce tome-là. Et comme le dit si bien notre petite héroïne qui est ici, on est en première, donc il y a eu un timelapse après l'arc. On passe, maintenant les personnages ont gagné une année, ils ont fini leur année de seconde, ils sont en première. Ils sont tous quasiment au conseil. Voilà, Soma est premier du conseil, Tadokoro elle est 10ème, Aldini elle est 7ème, Alice elle est 7, 6ème, je sais plus, enfin voilà, il y a quasiment tous les premières qui étaient costauds, donc il y a l'Indien, il y a le mec, il y a Aldini, il y a Tadokoro, Soma, et Alice et son colocataire, son coéquipier, qui sont dans le conseil, et il y a les anciens premières années, donc il y a Satoshi, il y a le mec qui fait la cuisine chinoise, il y a le mafieux, et la fille qui faisait des pâtes, qui sont aussi dans le conseil. Et donc ils annoncent un nouvel arc avec des mafieux, les cuisiniers des ténèbres, là, du côté obscur de la force, qui font des repas pour les mafieux, des trucs comme ça. Bon, clairement, c'est un mini-arc pour lancer l'arc suivant, qui est l'arc du Blue, qui sera l'arc final, qui sera l'arc tournoi final, où ce sera les meilleurs cuisiniers du monde qui vont s'affronter. L'arc auquel a participé, enfin le tournoi auquel a participé le père de Soma il y a des années, je sais plus s'il a gagné ou pas. Et donc ça va être l'arc final. À ce qui paraît, j'ai pas lu l'arc en scan, c'est un peu décevant. Voilà, la série, il aurait dû se terminer avant. Je pense que pour moi, quand ils sont sortis du cercle scolaire, c'était un peu trop. Mais en même temps, ils avaient vaincu les meilleurs élèves de l'école, ils avaient plus rien à prouver, donc il restait plus que le monde. Et je pense que la série était si précipitée par le Jump. Parce que je me rappelle que Kotaku t'en disait qu'il n'y a plus du tout de page couleur, que la série était un peu boudée. Bon, il reste 5-6 tomes, donc on va dire c'est peut-être ça, ils nous ont fait une Bleach quoi, donc la série elle a été bien, et là on nous a dit bon dépêche-toi de finir, c'est un peu décevant, bon, ça reste sympa à lire, hein. Très clairement c'est un bon titre, un bon petit shonen cuisinier, toujours sympa à lire, hein. Très clairement moi j'aime beaucoup Food Wars, c'est un super titre. Bon j'espère que la fin va pas me décevoir, parce que comme je l'ai pas lu, je vais la découvrir avec vous. Et on finit qu'un Doggy Bag, le volume 6. Alors c'est un Doggy Bag un peu spécial parce que d'habitude les Doggy Bag c'est 3 histoires, 3 auteurs ou équipe d'auteurs et aucun lien entre les histoires. Là c'est la première fois dans un Doggy Bag que j'ai lu, donc j'ai lu les 6 premiers, c'est mon 6ème, qui a une histoire en 3 actes. Donc là c'est Ron et Katsumi qui sont ensemble sur une histoire et dessinée par 3 dessinateurs différents. Donc qui fait que chacune des histoires, enfin chacune des actes de l'histoire a une ambiance différente au niveau du dessin, parce que chacun des dessinateurs a vraiment un style totalement différent. Singelin et Florent Maudou, qui sont dedans, ils ont pas du tout le même style, hein. Le style de Freak Squill et le style de PTSD ou encore The Grocery, c'est pas du tout le même. Et franchement c'est stylé, alors j'avais peur un petit peu quand j'ai vu Singelin, j'ai dit, ah il a quand même un style totalement différent, j'espère que ça va pas être... Bon, il essaie quand même d'unifier un peu les styles, parce qu'on... Il a pas le style de The Grocery, mais c'est vraiment stylé, franchement l'histoire est cool. Gros sommaire de l'histoire, c'est un mix entre Blade et Kill Bill. C'est alors l'histoire c'est qu'on a ce personnage là qui est inspiré du look de Katsumi, parce que quand tu regardes, c'est clairement Katsumi, qui a été vampirisé par un mec, et elle a qu'une envie, c'est se venger. Voilà, elle va tuer des vampires toute sa vie. C'est ça l'histoire. Franchement, Tarantino dit ça, je pense qu'il a envie de l'adapter au cinéma. Mais bon, ça ressemble un peu à Kill Bill, donc je pense pas qu'il aura envie, mais c'est stylé, franchement c'est super bien, c'est en centaines de pages. Lisez-le, si vous connaissez pas Doggy Bag, vous pouvez prendre celui-là, direct. De toute façon, il n'y a pas de logique entre les histoires, il n'y a pas de lien entre les histoires. Chaque histoire est indépendante, chaque volume est indépendant, il n'y a aucun fil conducteur. Même si il y en a un où il y a un personnage qui revient, ça se lit dans le désordre, hein, c'est le personnage fait une quête, il n'y a aucun lien, genre à la fin de l'histoire, il dit bah dans le prochain je ferai ça, ou dans le suivant a dit qu'il parle d'un truc, non. Et alors là, il y a, c'est ce mois-ci, là, le 6 septembre, et la saison 2 qui est arrivée dans nos étalages. Je l'ai pas encore pris, ce sera la prochaine vidéo, je pense. Doggy Bag saison 2, même si je suis pas à jour, j'ai pas encore fini la saison 1. De toute façon, comme je l'ai dit, il n'y a aucun fil conducteur d'un Doggy Bag Halo, donc je peux commencer avec la saison 2, après regarder la saison 1, les prendre dans des ordres au fur et à mesure. Là, j'essaie de les prendre au fur et à mesure dans l'ordre chronologique, mais je pourrais prendre dès que je vois un que j'ai pas, je le prends. Mais c'est juste que j'ai envie de les suivre dans l'ordre chronologique. C'est juste mon envie à moi. Voilà, donc franchement une super histoire de vampires, de chasseurs de vampires, très stylé, franchement super stylé. Les 3 dessinateurs sont super bons,
Mention spéciale franchement à Singelin où franchement tu reconnais pas forcément son style parce qu'il est très différent de ce qu'il fait habituellement avec The Grocery et avec PTSD, et j'ai beaucoup aimé. Florent Mondou toujours aussi bon, et le troisième qui est Gasparuto que je connaissais pas, franchement j'aime bien ce qu'il a fait sur le premier truc, sur la première histoire, le premier acte. Vraiment franchement, Doggy Bag volume 6, super bon, c'est l'un des meilleurs que j'ai eu jusqu'à ce jour, et je pense parce que c'est une histoire en 3 actes, c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup aimé.